Hier soir, dans le silence inquiétant d'une vieille église, un prêtre a fondu en larmes. Pas par remords, mais par pure terreur. Il a murmuré la confession la plus effrayante de sa vie et a déclaré qu'il n'était pas le cerveau, mais qu'il savait exactement qui était derrière tout cela. Et si je vous disais que le nom qu'il a murmuré est Rick Harrison, la star des stars du porno? Un homme qui vient de révéler un secret si sombre que même le FBI a peur d'en parler. Une confession suffisamment puissante pour faire s'effondrer tout un système. Regardez jusqu'à la fin et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer le prochain secret choquant. Après minuit, le père Elias Cordova sortit du confessionnal en titubant. Ses mains tremblaient et sa poitrine se soulevait comme s'il venait de courir un marathon à travers l'enfer lui-même. La chapelle était silencieuse, à l'exception de la lueur vacillante des bougies et du lent craquement du vieux bois sous ses pieds. L'air, autrefois empli du parfum familier de l'encens et de l'empathie, était désormais chargé de quelque chose de plus lourd, un sentiment de peur. Ce qu'il venait d'entendre n'était pas une confession typique. Il ne s'agissait pas de luxure, de vol ou même de meurtre. Il s'agissait de quelque chose de bien pire. Un système, un réseau, une machine maléfique si vaste que même les hommes les plus coriaces pâliraient en sa présence. Rick Harrison, le visage familier de la télévision, l'homme reconnu par des millions de personnes comme le négociateur à l'humour sec d'objets de collection poussiéreux et d'objets de famille, était assis à seulement quelques mètres de lui derrière des barres de bois, la voix basse et tremblante, avouant des péchés qui feraient rougir le diable. Cependant, dans cette obscurité sombre, Rick n'a pas demandé pardon. Il n'a pas demandé le salut. Ce qu'il voulait, ce dont il avait besoin, c'était de quelqu'un qui écouterait enfin sa version de l'histoire que personne d'autre ne croirait. Parce que comme Rick l'a dit, il n'était pas le cerveau. Il n'était qu'un pion, déplacé et abandonné au gré de la volonté de quelqu'un de plus grand, d'invisible, de protégé. Le prêtre n'avait jamais ressenti un tel conflit. Le caractère sacré de la confession n'était pas seulement une tradition. C'était une loi sacrée profondément gravée dans son âme. Mais lorsque les détails effrayants ont été révélés, mentionnant les noms de l'élite, des tunnels secrets, des fichiers cryptés et des images cachées, le père Elias a réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement du salut de Rick. Il s'agissait de la sécurité des enfants, de la justice d'une nation. La révélation d'un si terrible secret qui pourrait redéfinir notre perception de la richesse, de la renommée et de l'influence en Amérique. Ce moment, l'acte même de la confession de Rick Harrison, n'était pas seulement un acte spirituel de désespoir. C'était une sonnette d'alarme qui sonnait à l'intérieur des murs d'un sanctuaire sacré. Pour le monde extérieur, Rick Harrison était devenu un homme en disgrâce. À peine une semaine plus tôt, il avait été arrêté sur la base d'allégations choquantes qui avaient ébranlé l'industrie du divertissement. Blanchiment d'argent, traite des êtres humains, possession de documents illégaux. Il ne s'agissait pas simplement d'une situation fiscale compliquée. C'était quelque chose de sombre. Mais les gros titres ne pouvaient pas tout englober. Les présentateurs ont trébuché en dénonçant les accusations. Les annonceurs ont fait des dénégations robotisées. Les fans se sont disputés sur les forums, certains qualifiant tout cela de faux, d'autres affirmant que c'était attendu depuis longtemps. Mais ce que personne ne savait jusqu'à présent, c'était ce que Rick avait murmuré cette nuit-là derrière l'écran des aveux. Ce qu'il murmurait entre sanglots et rires maniaques. Ce qu'il a supplié quelqu'un de croire. Il a dit, « Ce n'est pas moi qui tire les ficelles. » Vous voulez connaître la véritable histoire? Vous feriez mieux de commencer à regarder plus haut, beaucoup plus haut. Et avec cela, le monde du père Elias a changé pour toujours. Pour comprendre toute l'étendue de cet aveu, il faut prendre un peu de recul. Pas très loin, juste quelques mois. C'est à ce moment-là que la première fissure est apparue dans l'image que Rick avait soigneusement conçue. Un message viral enfoui profondément dans Reddit décrivait des événements étranges se déroulant dans les coulisses du prêteur sur gage d'or et d'argent. Les ouvriers ont démissionné en silence. Le système de surveillance a été amélioré du jour au lendemain. Les arrière-salles ont été fermées pour rénovation pendant 4 mois consécutifs. À l'époque, la nouvelle n'avait pas été rapportée. C'était considéré comme du bruit sur Internet. Mais ces articles n'étaient pas aussi vieux qu'un roman. Ils étaient aussi vieux que des panneaux d'avertissement que personne ne prenait la peine de lire. Derrière les portes closes, Rick se glissait. Il était devenu paranoïaque, agité, obsédé par le secret. Au moins 2 anciens employés, s'exprimant sous anonymat, l'ont décrit comme n'étant plus le Rick qu'il connaissait autrefois.
Il racontait des histoires de portes verrouillées avec accès biométrique, de coursiers arrivant à des heures indues et d'invités étranges, riches, polis et toujours pressés. Ils ont dit que Rick passait plus de temps dans son sous-sol privé que dans l'atelier. Que cachait-il? Maintenant, nous le savons, ou du moins nous avons commencé à gratter la surface. Le père Elias n'a pas été simplement le destinataire accidentel d'une confession. Selon des sources proches de l'enquête, Rick l'aurait spécifiquement sollicité. De toutes les églises de Las Vegas, de tous les prêtres à qui il aurait pu parler, Rick a choisi Elias. Pourquoi? Parce qu'il y a de nombreuses années, avant que la célébrité ne s'installe, Elias et Rick avaient travaillé ensemble dans un programme de refuge pour jeunes. À cette époque, Rick était un homme de la communauté connu pour ses contributions et ses discours occasionnels dans les centres de réadaptation. Il avait aidé à financer des programmes, à parrainer des événements et à fournir des logements à des jeunes en difficulté. En apparence, cela ressemblait à un travail caritatif, mais ce passé était désormais revisité sous un angle beaucoup plus sombre. L'implication précoce de Rick dans les refuges lui a-t-elle donné accès? Son travail caritatif était-il une couverture pour des opérations secrètes ou du toilettage? Ou essayait-il de rattraper quelque chose qu'il savait qu'il ne pourrait jamais défaire? Cette nuit-là, dans la cellule, Rick aurait commencé par une phrase qui a fait froid dans le dos du prêtre. Ils m'ont utilisé parce que je sais vendre un mensonge. Et au cours des 45 minutes suivantes, Rick a raconté une histoire très troublante et très complexe qui a amené le père Elias à remettre en question sa propre réalité. Rick a décrit des réunions secrètes dans des propriétés de luxe, des serveurs détenant des milliers de fichiers, des transactions effectuées via des artefacts rares et des crypto-monnaies, et le plus condamnable de tous, sa connexion avec une personne qu'il appelait uniquement le collectionneur. Selon Rick, le collectionneur était le véritable maître des marionnettes, un homme ou peut-être une femme, si bien connecté que son nom n'était jamais écrit, seulement murmuré. Rick a affirmé que ce collectionneur dirigeait un réseau qui s'étendait dans le monde entier et avait des liens avec Hollywood, la Silicon Valley, Washington DC et même les forces de l'ordre. Ils avaient tout. Et Rick, il n'était que leur visage, leur appât, l'idiot debout devant les caméras pendant que les vrais monstres se cachaient dans le noir. Maintenant, les sceptiques se demanderont pourquoi Rick avouerait-il maintenant? Pourquoi un homme qui avait vécu dans ce secret pendant tant d'années s'effondrerait-il soudainement? La réponse, selon le père Elias, réside dans la peur. Rick ne cherchait pas le salut. Il cherchait à survivre. « Ils vont me tuer », a-t-il murmuré au moins 6 fois. Si je tombe sans rien dire, ils gagnent. Mais si je parle, peut-être que quelqu'un finira par m'écouter. Et donc nous y sommes. Quelqu'un écoute. Mais écouter n'est pas la même chose que croire. Et croire n'est pas la même chose qu'agir. Depuis ce matin, le témoignage du prêtre n'a été soumis à aucun tribunal. Légalement, il est lié par le sceau de la confession. Mais moralement, il se trouve à la croisée des chemins, et alors que la pression monte de la part du public, des médias et des chuchotements dans le noir, le père Elias sait qu'il n'a peut-être pas assez de temps. D'étranges voitures ont été aperçues garées devant son humble église. Les lettres anonymes arrivaient sans timbre. Son téléphone a sonné au milieu de la nuit. Et pendant tout ce temps, une phrase répétait sans cesse dans sa tête, « Je ne suis pas le cerveau, mais je sais qui est le cerveau. » Nous vous emmènerons dans les derniers jours de la liberté de Rick. Nous allons décortiquer ses aveux. Nous exposerons ce que les autorités ont découvert. Et nous suivrons le fil d'Ariane laissé après son départ. Si vous pensez que cette histoire parle d'une star de télé-réalité devenue voyou, vous vous trompez. Il s'agit de la frontière ténue entre pouvoir et dépravation. Il s'agit de la façon dont l'obscurité se cache derrière les projecteurs. Et ce n'est que le début. Tout a commencé un jeudi matin typique. Le genre de matinée à laquelle Rick Harrison était habitué, un petit déjeuner léger, une promenade dans l'arrière du prêteur sur gage, un clin d'œil au personnel, un bref rire avec Chumlee et une journée remplie de transactions impliquant des fusils anciens, des souvenirs d'Elvis et occasionnellement des reliques de la guerre civile. Mais aujourd'hui, c'était différent. À 6h13, avant même que le premier client ne puisse monter sur le sol, le Gold and Silver Pawn Shop était encerclé. Des SUV noirs aux vitres teintées, une douzaine d'agents fédéraux et 2 voitures de patrouille de police banalisées garées de l'autre côté de la rue. Le boulevard de Las Vegas brillait encore des néons de la nuit précédente, mais rien n'était aussi éblouissant que ce qui était sur le point de se produire. Le calme avant la tempête n'a duré que quelques minutes. Et puis vint le moment qui allait déchirer l'image de l'un des visages les plus connus de la télévision. Rick Harrison, vêtu d'un polo noir et d'un pantalon cargo,
a ouvert la porte latérale pour laisser entrer un fournisseur. Au lieu de cela, il a été accueilli par le canon de l'arme d'un agent et par une voix retentissante lui ordonnant de se coucher. Au début, il était confus et leva les mains. Mais lorsque le moment a été enregistré, lorsqu'il a vu les agents envahir son magasin, déchirant les vitrines et sortant les classeurs, il n'a pas résisté. Il n'a pas couru. Il le savait. D'une manière ou d'une autre, il savait qu'ils étaient enfin venus le chercher. Des témoins à l'extérieur du magasin ont décrit la scène comme s'il s'agissait d'un film. Des agents crient, des chiens aboient, Rick est menotté sur le trottoir. Certains touristes pensaient que c'était une blague. D'autres ont commencé le tournage, mais rien n'était scénarisé sur ce raid. Des documents fédéraux ont révélé plus tard que les accusations étaient véritablement horribles, trafic d'êtres humains à travers les frontières des États, possession et distribution de matériaux illégaux, blanchiment d'argent et blanchiment de millions de dollars par le biais de sociétés écrans liées à de fausses évaluations et à des enchères fantômes. Ce n'était plus seulement une question d'argent. Il s'agissait d'une question d'exploitation, de contrôle et d'activités criminelles profondément enracinées depuis près d'une décennie. L'acte d'accusation décrivait un réseau de transactions inquiétant. Les paiements ont été transférés via des plateformes de portefeuille électroniques peu claires. L'argent était lié aux entreprises de mannequins pour enfants qui n'avaient jamais de véritable bureau. Des artefacts ont été achetés et vendus pour des millions de dollars qui n'existaient même pas, juste des listes fantômes utilisées pour blanchir de l'argent sale. Et le plus effrayant, c'est que les dossiers faisaient état d'expéditions, de colis non identifiés envoyés depuis des régions reculées du Nevada vers des clients en Californie, en Floride et même à l'étranger. Lorsque les agents ont pris d'assaut le bâtiment, ils ont découvert bien plus que de l'argent caché. Un sous-sol caché, longtemps considéré comme un simple entrepôt d'accessoires utilisé pour le spectacle, a été scellé derrière une porte biométrique. Lorsqu'on les a forcés, ils ont découvert ce qu'un enquêteur a décrit plus tard comme un musée secret. À l'intérieur se trouvaient des étagères remplies de registres, de clés USB, de vieilles cassettes DV et même de plusieurs passeports sous des noms différents. Au milieu de la pièce, une chaise avec des chaînes était boulonnée au sol. L'emplacement a fait frissonner même les agents les plus chevronnés. Mais il n'y avait pas que le prêteur sur gage. Au même moment, des agents ont perquisitionné la résidence privée d'Harrison. Ce qu'ils y ont trouvé a ajouté une toute nouvelle couche à l'affaire, des compartiments cachés derrière des étagères, un tunnel sous le garage menant à une pièce souterraine fortifiée. À l'intérieur, des dizaines de costumes, des vêtements pour enfants, des perruques, des masques et des accessoires, des écrans de surveillance diffusant en direct des images de caméras cachées. Certains ont pointé du doigt des endroits qui ressemblaient à des chambres d'hôtel, d'autres des lieux non identifiés. Pendant des années, le public a associé Rick Harrison aux antiquités, aux drames familiaux et aux contes historiques décalés. C'était un homme ordinaire qui a réussi sans scénario, surfant sur la vague de la renommée de la télé-réalité pour devenir un nom connu. Sa boutique de Las Vegas est devenue une destination touristique. Les fans faisaient la queue tous les jours juste pour avoir un aperçu, peut-être pour se serrer la main ou prendre une photo. Il était accessible, honnête et inoffensif. Il s'avère que cette image était une illusion soigneusement conçue. La vérité révélée dans les salles d'audience et dans les archives fédérales concernait un homme qui menait une double vie. Une icône publique le jour et un personnage clé de l'un des réseaux clandestins les plus inquiétants jamais découverts dans l'histoire récente des États-Unis. L'avocat de Rick, lors d'une conférence de presse quelques heures seulement après l'arrestation, a brossé un tableau différent. Mon client est victime de manipulation, a-t-il affirmé. Que ce n'était pas toute l'histoire. Qu'il y avait d'autres personnalités puissantes qui avaient utilisé Harrison comme un outil pour mener des activités dépassant son entendement. Lorsqu'on lui a demandé des noms ou des détails supplémentaires, l'avocat a esquivé, invoquant des enquêtes en cours et des menaces pour sa sécurité personnelle. Mais le tribunal n'y a pas adhéré, du moins pas immédiatement. La libération sous caution a été refusée. Le juge a qualifié les accusations de profondément troublantes et a considéré Rick comme un risque de fuite, notant que de nombreux passeports étrangers avaient été trouvés lors du raid. L'accusation a fait valoir qu'Harrison avait accès à des comptes étrangers, à des jets privés et à des individus qui pourraient l'aider à disparaître sans laisser de traces. À l'intérieur de la cellule, Rick aurait très peu parlé. Mais selon un officier qui a révélé plus tard une conversation, Rick a marmonné, « Ils ont dit que je serais protégé. Ils ont promis que je ne serais pas celui qui prendrait la chute. » Rien que cette phrase, « Prenez la chute », a fait frissonner ceux qui ont suivi l'affaire. Parce que si Rick était le bouc émissaire, cela signifiait qu'il y en avait d'autres pires, plus riches, plus intelligents, et qu'ils étaient toujours libres.
La réaction du public a été immédiate et chaotique. Les fans étaient divisés. Certains ne pouvaient pas croire les allégations, affirmant en ligne que Rick était en train d'être piégé, qu'il s'agissait d'un complot visant à ruiner un homme d'affaires prospère. D'autres ont creusé plus profondément, revisitant d'anciens extraits de la série dans lesquels Rick semblait étrange ou les invités qui l'accueillaient semblaient étranges avec le recul. Reddit a explosé de fils de discussion sur le complot. Les créateurs de YouTube se sont empressés de réaliser des vidéos d'exposés. D'anciens associés ont commencé à recevoir des appels de journalistes et d'enquêteurs. Le prêteur sur gage or et argent est temporairement fermé. Le tourisme dans la région a diminué à mesure que le bâtiment est devenu le point central d'une enquête en cours. La ville de Las Vegas, toujours à la limite du spectacle et du scandale, n'avait jamais rien vu de pareil. Mais sous la frénésie des médias sociaux, des questions plus profondes demeurent. Depuis combien de temps cela durait-il? Qui a aidé à le dissimuler? Combien de personnes étaient impliquées, sciemment ou inconsciemment? Et plus important encore, si Rick n'était pas le cerveau, alors qu'il était? La confession du père Elias, toujours non révélée aux autorités, prend plus d'ampleur dans le contexte. Pour le public, l'arrestation de Rick a été le point culminant du scandale. Mais pour ceux qui étaient à l'intérieur, ceux qui écoutaient dans la salle du confessionnal, feuilletaient les disques et regardaient Rick dans les yeux fatigués hélas, ce n'était pas la fin. Ce n'était que le premier coup d'un jeu beaucoup plus vaste. L'église restait silencieuse à l'aube, les lourdes portes se fermant face à la lumière naissante du matin. À l'intérieur, le père Elias Cordova était toujours agenouillé devant l'autel, immobile, le chapelet bien serré dans la main, les grains laissant des traces sur sa peau. Ses lèvres remuaient silencieusement, non pas en prière, mais en lutte. Il était prêtre depuis 34 ans. À cette époque, il avait entendu des milliers d'aveux, d'infidélité, de vols, de meurtres, de dépendance, de trahison, mais rien de tel. Jamais il n'était sorti d'un confessionnal avec un sentiment qui l'avait profondément ébranlé. Jusqu'à présent, il n'avait jamais douté du caractère sacré de son vœu. Les aveux de Rick Harrison avaient brisé quelque chose en lui. Pas seulement le poids des crimes détaillés, mais aussi leurs implications, leur ampleur. La voix de Rick tremblait comme si chaque mot lui coûtait quelque chose, comme s'il savait qu'il ne serait plus jamais libre et voulait seulement que quelqu'un entende la vérité avant que les ténèbres ne se referment pour toujours. Mais cette vérité était désormais enfermée derrière un mur invisible, le sceau de la confession. Et le père Elias en était prisonnier. Le sceau était bien plus qu'une simple loi. C'était sacré, une confiance inébranlable entre le pénitent et le divin, le prêtre servant simplement d'oreille. Selon le droit canonique, il est interdit à un prêtre de révéler le contenu d'une confession, quelles que soient les circonstances. Le briser ne signifie pas seulement l'excommunication. Cela signifie la damnation éternelle. Aucune exception. Ni pour le respect de la loi, ni pour la politique, ni pour l'horreur. Mais si garder ce secret signifiait permettre plus de douleur, plus de mort? Et si le silence était complicité? Le père Elias a lutté avec cela pendant des heures. Pas de sommeil, pas de paix, juste faire les 100 pas dans le presbytère, passant ses fins cheveux argentés entre ses doigts, murmurant des écritures dans sa barbe. Il n'arrêtait pas de répéter les mots de Rick, ils m'ont utilisé parce que je sais vendre un mensonge. Et puis, quand la voix de Rick s'est complètement brisée, il était toujours là-bas et personne ne pouvait l'arrêter. Ils me blâmeront parce que je suis celui qu'ils peuvent jeter. Mais si vous leur dites peut-être, juste peut-être, quelqu'un n'écoutera. L'esprit du prêtre était partagé entre le devoir et la justice, entre Dieu et l'homme. Et cela n'a en rien apaisé le tremblement croissant du monde en dehors de l'Église. Juste un jour après l'arrestation de Rick, des choses étranges ont commencé à se produire. Le père Elias remarqua des voitures inconnues garées de l'autre côté de la rue. Un soir, un homme vêtu d'un manteau sombre est entré dans l'église pendant la messe du soir, s'est assis sur le banc du fond et n'a pas bougé pendant près de 2 heures. Plus tard, alors que la congrégation se dispersait, Elias s'avança pour se présenter. L'homme était parti. Pas de pas, pas de bruit de porte, juste un banc vide et une légère odeur de parfum qui n'appartenait pas à cet endroit. Il a commencé à recevoir des appels anonymes. Il n'y avait pas de voix à l'autre bout du fil, juste le silence. Une fois, il a répondu et n'a entendu qu'une respiration, puis un clic. Au début, il l'a écarté, pensant qu'il s'agissait simplement de paranoïa, mais cela a continué. 3 nuits de suite, les appels arrivaient à 3 heures différentes. Et puis une note a été envoyée, glissée sous la porte du bureau de l'église. Pas d'enveloppe,
pas de salutation. On pouvait y lire, vous savez ce qui arrive à ceux qui disent non. Il n'a pas parlé à la police. À qui fera-t-il rapport? Que dira-t-il si quelqu'un le menace à cause d'une confession dont il ne peut légalement discuter? L'absurdité de cette affirmation n'a fait qu'aggraver son tourment. Il a commencé à tenir un cahier. Il y griffonna les mots de Rick, chaque mot de sa mémoire. Il a cartographié les connexions, les lieux, les indices, les noms murmurés en partie mais jamais entièrement divulgués. Il a caché le cahier sous l'autel dans un espace sculpté destiné à contenir des bougies. S'il ne pouvait pas parler, il pourrait peut-être l'écrire. Peut-être qu'un jour quelqu'un le retrouverait s'il disparaissait. Chaque jour, il accomplissait ses tâches comme s'il était somnambule. Il baptisait des enfants, bénissait des mariages, conseillait les personnes en deuil, tout en ayant le sentiment d'être assis sur une bombe à retardement. Ses sermons devinrent plus courts. Son sourire devint tendu. Les paroissiens remarquèrent le changement, murmurant que le père Elias semblait distrait, pâle, hanté. Un membre de longue date de l'église lui a gentiment demandé s'il était malade. Il a failli dire oui, parce que, d'une manière ou d'une autre, il était malade. Il ne s'accrochait pas seulement aux aveux de Rick. Il s'accrochait à l'idée que peut-être, juste peut-être, Dieu n'avait pas abandonné cette situation. Peut-être que Dieu l'avait choisi pour faire quelque chose de courageux. Mais le courage est facile à prêcher et difficile à mettre en pratique lorsque votre vie et celle des autres est menacée. Un soir, il reçut une visite, une femme décharnée, pâle et tremblante. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Elle n'a pas donné son nom, mais elle connaissait Rick. Elle a dit qu'elle avait travaillé dans l'un des entrepôts loués par Rick. Elle a dit qu'elle avait entendu des choses qu'elle n'était pas censée entendre, qu'elle avait vu des noms sur des boîtes qui ne signifiaient rien. Des personnages célèbres, des politiciens, des milliardaires de la technologie. Ils sont venus la nuit, dit-elle. Toujours la nuit, toujours les mêmes voitures. Parfois Rick était là, parfois non. Mais ils ont agi comme si les lieux leur appartenaient. Et puis un soir, Rick est arrivé ivre. Il a dit qu'il en avait assez de faire le fou. Il a dit qu'il voulait sortir. Elle était terrifiée. Elle avait démissionné 2 semaines avant le raid. Mais maintenant que Rick était derrière les barreaux, elle ne se sentait plus en sécurité. Elle a dit qu'elle n'avait nulle part où aller et qu'elle ne faisait pas confiance à la police. Et puis, avec le désespoir gravé dans sa voix, elle a posé à Elias la dernière question qui l'a brisé, pourquoi personne n'est-il intervenu? Pourquoi tout le monde est-il silencieux? Il ne pouvait pas répondre. Il lui a offert de la nourriture, un endroit pour se reposer. Mais ces paroles transpercèrent quelque chose en lui que même les Écritures ne pouvaient apaiser. Le lendemain matin, le père Elias ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit une enveloppe. À l'intérieur, il y avait un seul nom écrit au dos d'un bulletin paroissial, le fisc. C'était le seul nom que Rick avait jamais mentionné directement. Pas de nom, pas d'adresse, juste un titre. Et même alors, cela était prononcé avec une peur tremblante. Le fisc. Un nom murmuré par ceux qui sont dans le noir. Une figure enveloppée de richesse, d'anonymat et de pouvoir. Selon Rick, le collectionneur dirigeait toute l'opération, commerce, blanchiment d'argent, réduction au silence. Rick l'a décrit comme quelqu'un qui ne s'est jamais sali les mains parce qu'il possédait les gants que tout le monde portait. Le collectionneur était-il réel ou était-il simplement le produit des efforts de Rick pour rejeter la faute? Le père Elias ne le savait pas, mais il devait faire quelque chose. Il a donc écrit une lettre, non pas à la police, ni aux médias, mais à lui-même, une confession avec son propre rendez-vous, décrivant ce qu'il avait entendu, ce que cela lui faisait ressentir et la position impossible dans laquelle cela le plaçait. Il l'a scellé et l'a caché dans un cahier. Si quelque chose lui arrivait, peut-être que quelqu'un le reconstituerait. Et il restait silencieux, parce qu'il ne pouvait pas rompre lui-même son vœu, parce qu'il ne savait pas à qui faire confiance et parce qu'au fond il craignait le pire. Peut-être, juste peut-être, Dieu ne voit-il plus. Rick Harrison n'a pas pleuré pendant toute la confession. C'est ce qui persista chez le père Elias longtemps après que les dernières paroles furent prononcées. La voix de l'homme se brisa. Cela tremblait. Il hésita sous le poids des souvenirs et de la culpabilité. Mais pas une seule fois il n'a pleuré. Pas pour lui-même. Pas pour ceux qu'il a admis avoir été blessés sous sa surveillance. Pas pour l'innocence qui avait été détruite. Parce qu'aux yeux de Rick, l'histoire ne concernait pas lui. Il s'agissait de quelqu'un d'autre, de quelqu'un de bien plus grand.
Quelqu'un qui l'appelait à plusieurs reprises, d'un ton bas, presque respectueux, le collectionneur. Un nom qui semblait appartenir à une fable ou à un roman d'horreur. Mais pour Rick, c'était un nom imprégné de terreur, une réalité floue cachée derrière tout ce qu'il avait fait, une présence à laquelle il ne pouvait échapper. Rick avait dit dans ses aveux que le collectionneur était le genre de personne à qui on ne pouvait pas dire non. Vous ne l'avez pas interrogé. Vous ne l'avez même pas regardé dans les yeux à moins qu'il ne le permette. Il n'était pas célèbre. Il n'était même coté dans aucune société publique, mais il possédait tout. Tout le monde. Selon le récit effrayant de Rick, le collectionneur était la force silencieuse qui dirigeait l'opération de traite d'êtres humains. Ce n'était pas lui qui déplaçait les cartons ou qui effectuait les paiements. Il n'est pas apparu sur les images de surveillance et n'a signé aucune facture d'expédition. Mais il était toujours là, caché à la vue de tous. Rick a déclaré qu'il avait rencontré le collectionneur pour la première fois il y a plus de 10 ans lors d'une célèbre vente aux enchères à Los Angeles. Rick avait été invité à évaluer un objet historique rare, une épée militaire des années 1800 qui, selon la rumeur, appartenait à un général américain. La vente aux enchères était privée. La liste des invités était exclusive. Il n'y avait pas de journalistes, pas de caméras, juste des hommes en costume sur mesure qui chuchotaient autour de verres de vin noir, et plus de gardes du corps que d'artefacts. Cette nuit-là, Rick ne s'est pas contenté d'évaluer l'épée. Il fut approché par un homme de grande taille vêtu d'un costume gris parfaitement ajusté. L'homme ne donna pas son nom, mais son ton portait le poids de quelqu'un qui n'en avait pas besoin. Il a loué le sens de la valeur de Rick. Il a déclaré que la renommée télévisée de Rick le rendait digne de confiance auprès du public. Et puis il lui a offert une chance de faire partie d'un monde beaucoup plus rentable. Celui qui ne traitait pas seulement des artefacts et des objets de collection, mais traitait de l'influence, des secrets et du silence. Au début, Rick a refusé, mais le collectionneur n'a pas accepté une réponse négative. Quelques semaines plus tard, la maison de Rick a été cambriolée. Rien n'a été volé. Un seul objet a été laissé sur place, une photo en noir et blanc de son fils avec un message très facile à lire écrit à l'encre rouge au dos. Le message était clair. Rick était là. Et une fois à l'intérieur, il s'est rendu compte que cette opération n'était pas nouvelle. Cela durait depuis des années, voire des décennies. Rick a déclaré que le collectionneur avait des yeux partout, studios, bureaux gouvernementaux, entreprises technologiques, organisations financières. Tout le monde lui devait quelque chose. Tout le monde avait peur de lui. Selon les aveux de Rick, le collectionneur n'a jamais utilisé de téléphone. Il communiquait au moyen de notes brûlées délivrées par des coursiers de confiance. Les réunions changeaient toujours de lieu. Parfois sur des yachts, parfois dans des salons souterrains, parfois derrière les murs d'entreprises légitimes. Les opérations étaient complexes. Le travail de Rick était simple. Soyez le visage. Soyez l'homme d'affaires inoffensif. Soyez devant. Ils me font confiance, dit Rick au prêtre. Ils viennent dans ma boutique avec leur garde baissée. Ils pensent que je ne suis qu'un prêteur sur gage. Ils ne soupçonnent jamais ce qui se cache derrière le rideau. C'est pour ça qu'il m'a utilisé. Rick a affirmé qu'on lui avait demandé de transférer de l'argent via de faux objets de collection. Parfois, les objets étaient de véritables pièces de monnaie rares, des livres anciens, du matériel militaire, mais le plus souvent il s'agissait d'actifs fantômes, de transactions visant à couvrir le paiement de services sans rapport avec des antiquités. Services liés à l'expédition, discrétion, silence. Le fisc le payait grassement, mais avec des chaînes. Il fut un temps où Rick essaya de se retirer. Il a dit au messager du collectionneur qu'il avait fini, que c'en était trop, qu'il était surveillé. Le lendemain, il reçut un colis par la poste. À l'intérieur se trouvait une mèche de cheveux dorés et fraîchement coupée. Aucune note, aucune adresse de retour, mais Rick l'a reconnu. Il appartenait à une fille qu'il avait vue un jour lors d'une des réunions privées du collectionneur, une fille dont il soupçonnait qu'elle ne sortait jamais. Ce fut la dernière fois qu'il désobéit. Et puis Rick a dit quelque chose qui a glacé le sang du prêtre. Il est protégé. Vous ne le toucherez jamais. Personne ne l'a jamais fait. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il est le maître des conséquences. Les gens disparaissent lorsqu'ils murmurent son nom. Des accidents arrivent. Les enquêtes tournent au noir. Même le FBI ne s'en occupera pas à moins qu'ils ne souhaitent que leur famille disparaisse. Rick n'a pas nommé le cerveau mais ceux qui l'entouraient. De puissants agents hollywoodiens.
Milliardaires qui organisent des événements caritatifs nécessitant des NDA avant l'entrée. Des politiciens qui sourient pour les photos et font des chèques pour des fonds qui n'existent jamais. Rick a affirmé qu'ils répondaient tous au fisc, certains en connaissance de cause, d'autres sans le savoir, mais ils ont tous contribué à maintenir la machine en vie. Un moment effrayant dans la confession de Rick a fait faiblir sa voix, pas à cause de quelque chose de pire. Le plus troublant est que Rick ne nie pas ses crimes. Il ne clame pas son innocence. Il sait ce qu'il a fait. Mais ce qui le hante, c'est la réalisation que même s'il subit la chute, le véritable mal ne sera pas touché. Il va enterrer cette histoire, dit Rick. Il va le tisser. Peut-être que je mourrai en prison. Peut-être que je devrais assumer la responsabilité de tout. Mais toi, tu es le seul à qui je l'ai dit. Vous êtes le seul à connaître la vérité. À ce moment-là, le père Elias a réalisé le poids de ce qui lui avait été donné. Ce n'était pas seulement une confession, c'était une malédiction, parce que maintenant il le savait. Et avec cette connaissance est venu le danger. Dernier plaidoyer de Rick, si quelque chose m'arrive, ne les laissez pas l'effacer. Ne le laissez pas gagner. Le collectionneur restait une ombre, une légende, une rumeur cachée à la vue de tous. Mais si l'histoire de Rick est vraie, ce n'est pas qu'un homme. C'est un empire du silence, un marionnettiste qui tire les ficelles derrière le rideau du pouvoir. Et plus les gens essaient de prononcer son nom, plus vite le silence se referme. La première équipe est entrée dans le prêteur sur gage avec précision, se déplaçant en formation comme si elle se préparait à un démantèlement de gang plutôt qu'à un raid de célébrités. À 6h13, des agents armés ont pris d'assaut le magasin principal tandis que d'autres encerclaient les entrées secondaires. Un mandat d'arrêt avait été obtenu quelques heures plus tôt, après des semaines de surveillance et d'informations privilégiées, dont certaines proviendraient de partenaires du renseignement surveillant les circuits de trafic internationaux. Les agences fédérales ne recherchaient pas seulement des preuves de blanchiment d'argent. Ils cherchaient quelque chose de plus profond. Et ce qu'ils ont trouvé dans le domaine de Rick Harrison ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient jamais rencontré. Le Gold and Silver Pawn Shop a longtemps été présenté comme un petit coin insolite de l'histoire de Las Vegas. Les touristes déambulaient dans les allées encombrées comme les visiteurs d'un musée en bordure de route. Mais ce qui se trouvait au-delà de la zone réservée aux clients, à travers les arrière-salles étiquetées « Staff Only », racontait une histoire complètement différente. C'est dans ces espaces cachés que la vérité a commencé à prendre forme. Cette opération ne ressemblait pas à une activité criminelle de surface. C'était élégant, trompeur et méticuleusement structuré. Le premier signal d'alarme est apparu lorsque les agents ont forcé une porte métallique renforcée cachée derrière un faux mur dans le bureau privé de Rick. Derrière lui, ils trouvèrent un escalier menant à un espace souterrain caché, bien plus avancé que ce à quoi on pourrait s'attendre d'un prêteur sur gage. L'escalier menait à une pièce ressemblant à un bunker avec des murs en acier, insonorisés et un lourd scanner biométrique gardant une pièce secondaire. C'est à l'intérieur de cette pièce que se trouvait le centre névralgique de l'opération. C'était une forteresse technologique. Des serveurs bordaient les murs et bourdonnaient de données cryptées. Des dizaines de disques durs étaient étiquetés non pas avec des codes d'articles, mais avec des initiales, des dates et des titres inquiétants d'un seul mot comme « audition »,« produit expédié » et « collection ». Certaines clés USB étaient stockées dans une boîte verrouillée à l'intérieur d'un coffre-fort caché derrière une étagère antique, qui ne pouvait être déclenchée qu'en retirant un revolver spécifique des années 1920. De la vitrine. Les agents travaillaient pendant des heures pour tout cataloguer. Et puis sont arrivées les cassettes. De vieilles cassettes vidéo numériques, des cassettes DV, chacune étiquetée avec un symbole plutôt qu'un nom, cryptée dans un système que le FBI n'avait jamais vu auparavant. Lorsqu'elles ont été diffusées sur un système sécurisé et isolé plus tard dans la journée, les images ont révélé des clips de surveillance granuleux. Enfants, adolescents. Certains ont filmé dans des chambres d'hôtel non divulguées, d'autres dans ce qui semblait être des maisons privées, des espaces de stockage ou des décors scéniques ressemblant à des salles de jeu. Une cassette montrait un garçon aux yeux bandés se voyant remettre un costume tandis qu'un adulte regardait tranquillement depuis l'ombre. Les images ont servi de preuve de mise en scène, de préparation et de jeu de rôle. Rien de tout cela n'impliquait un comportement manifeste sur les bandes, mais les implications étaient énormes. Ce qui avait été enregistré ne concernait pas des transactions monétaires ou des transactions d'antiquité. Il s'agissait de manipulation, de contrôle et de préparation psychologique. Dans un autre tiroir, caché derrière des coffres antiques à double fond, les agents ont trouvé des passeports. Un total de 15 passeports.
Aucun d'entre eux n'appartenait à Rick. Tous portaient des prénoms d'enfants. Tous avaient des photos dépareillées. Certaines photos étaient des dessins. Certaines étaient des reproductions numériques. Les autorités pensent qu'ils ont tous été utilisés comme fausses identités pour faciliter les activités de trafic transfrontalier. Il y avait des documents douaniers qui ne correspondaient à aucun élément connu. Le manifeste d'expédition des objets rares n'est jamais arrivé. Les relevés bancaires ont révélé des transferts vers des comptes en Suisse, aux îles Caïmans et dans une banque privée à Singapour, tous liés à une société nommée Echelon Grange Limited. Selon Interpol, cette société n'est qu'une façade utilisée dans de multiples enquêtes sur la traite des êtres humains en Asie du Sud-Est. Mais la découverte la plus accablante est peut-être venue sous la forme de photographies. Images Polaroid. Des centaines d'entre eux, chacun numéroté, chacun représentant un enfant différent. Certains dormaient. Certains étaient assis sur des chaises. Certains ont posé avec des jouets. Pas d'horodatage, pas de nom, seulement des expressions. Certains étaient vides, certains terrifiés, d'autres répétaient bien au-delà de leur âge. Les agents ont témoigné plus tard que certains des enfants photographiés correspondaient à des rapports de personnes disparues déposés sur une période de 15 ans. L'ampleur de l'opération était trop vaste pour être traitée immédiatement. Un agent fédéral réputé pour démanteler les réseaux d'exploitation des enfants aurait vomi dans une poubelle après avoir visionné seulement 10 minutes d'une cassette enregistrée. Un autre a dû prendre un congé de maladie après le raid, invoquant un traumatisme lié au stress. De retour sur le terrain, le FBI a étendu ses recherches à la résidence privée de Rick Harrison. Il s'agissait d'un vaste domaine situé à la périphérie de Las Vegas, en grande partie caché à la vue du public, entouré de clôtures privées et de portes renforcées. Là, ils ont découvert encore plus de secrets. Derrière un casier à vin décoratif dans la cuisine se trouvait un passage caché menant à une pièce secondaire. À l'intérieur se trouvaient des costumes, pas seulement des déguisements ordinaires. Il s'agissait de costumes d'animaux spécifiques dimensionnés pour les enfants, de robes de princesse, de tenues de cosplay conçues pour les jeunes corps. Certains portaient des notes détaillées, Lily aime les spasmes vers lorsqu'on la touche derrière son oreille gauche. Ne parlez pas fort. Il est clair que quelqu'un étudiait ces enfants, les dressait, surveillait leur comportement et préparait des scénarios. Ce qui était encore plus troublant était la présence d'une chambre d'enfant entièrement meublée en profondeur. Le lit était fait, les jouets rangés. Une veilleuse clignotait encore doucement dans un coin. Pourtant, aucun enfant n'a été publiquement lié à la famille de Rick ces dernières années. Les enquêteurs pensent que la pièce a été utilisée dans le cadre d'un processus de toilettage. Si ce que vous venez d'entendre vous fait froid dans le dos, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et activez la cloche de notification, car la vérité derrière la famille de Rick pourrait être encore plus terrifiante que nous l'imaginions. Il y avait aussi des retransmissions en direct. Écran montrant les couloirs, les intérieurs des lodges et même un jet privé. Ceux-ci n'ont pas été archivés. Ils étaient en temps réel. Certains ont été configurés avec des flux audio. Des voix pouvaient être entendues. Conversation, pas, rire. Aucune des personnes présentes dans les vidéos ne savait qu'elles étaient regardées. L'ensemble de la configuration suggère un réseau bien plus coordonné qu'un prédateur solitaire. C'était un empire de surveillance, d'expérimentation et de pouvoir. Les agents ont finalement découvert un registre numérique, protégé par mot de passe et enfoui profondément dans un serveur sécurisé. Une fois piraté, il a révélé une base de données d'entrée cryptée. Chaque entrée répertoriait un identifiant de colis, une date d'achat, des notes de comportement, un emplacement de stockage et une destination de livraison prévue. Le langage était délibérément vague, mais les schémas étaient indéniables. Ce n'étaient pas des journaux d'inventaire. Il s'agissait d'horaires de traite d'êtres humains. Le FBI n'a pas divulgué les noms liés à ces dossiers, ni à la presse, ni même à l'équipe de défense de Rick. Mais des fuites ont commencé à apparaître. Capture d'écran, description, chuchotement de sources anonymes dans l'enquête. Et les noms évoqués étaient choquants. Acteurs, musiciens, hommes politiques, célébrités. Certains des noms les plus reconnaissables de la culture américaine. Ils ont signé pour les colis. Ils ont payé les frais. Certains auraient visité la propriété de Rick. D'autres ont payé pour garder le silence. Mais à chaque nom qui apparaissait, une autre couche de protection était retirée. Les avocats ont émis des ordonnances de cessation et d'abstention. Les agences de relations publiques ont fait des heures supplémentaires. Les médias ont discrètement extrait des articles de leur site web.
La tempête s'étendait mais était toujours ensevelie. Alors que le FBI tentait de reconstituer l'étendue du réseau, une vérité effrayante est devenue claire. Rick Harrison n'a jamais été le cerveau. Il était le gestionnaire, le visage, l'intermédiaire. Les enregistrements ont prouvé qu'il était impliqué, qu'il avait facilité, qu'il avait dissimulé les choses. Mais le système a été conçu par quelqu'un d'autre. Rick avait prévenu le père Elias. Ils trouveront des choses, peut-être assez pour effrayer les gens, mais ils ne verront jamais l'intégralité du web. Tu sais pourquoi? Parce que dès qu'ils le feront, le pays tout entier s'effondrera. Et pour les enquêteurs qui s'affairent sur les serveurs, les photos et les plannings, ce n'est peut-être pas une exagération. Dès que le nom de Rick Harrison a été publié dans la presse, cela a eu des répercussions sur l'industrie du divertissement. Mais au fur et à mesure que l'enquête s'approfondissait et que des preuves apparaissaient, des captures d'écran, des transferts, des dossiers judiciaires scellés, ces ondulations se sont transformées en vagues de comptes. Et au centre de tout cela se trouvait une vérité inébranlable que les forces de l'ordre et les initiés ne pouvaient ignorer. Rick Harrison n'a pas agi seul. Il faisait partie de quelque chose de plus grand, et les personnes liées à lui n'étaient pas des criminels anonymes tapis dans l'ombre. Il s'agissait de célébrités, de personnalités publiques, d'icônes et beaucoup avaient mis les pieds dans la boutique d'or et d'argent. Lorsque les agents fédéraux ont examiné les archives de surveillance du magasin, des fichiers cachés sur des serveurs cryptés, ils ont été stupéfaits de constater que Rick avait conservé bien plus d'images que nécessaire, et pas seulement pour des raisons juridiques. Ce n'étaient pas les images de sécurité du magasin. Il s'agissait d'enregistrements en coulisses, de réunions secrètes, d'échanges privés dans l'arrière-salle, d'invités qui passaient par l'entrée latérale pour éviter la ligne publique, d'invités qui partaient sans reçu, de célébrités qui restaient des heures mais ne figuraient jamais dans l'émission, de célébrités qui, après avoir recoupé les dossiers financiers, se sont avérés avoir transféré de grosses sommes à des sociétés écrans directement liées aux journaux cryptés d'Harrison. La question n'est pas de savoir s'ils savaient, mais plutôt combien ils savaient et pourquoi ils sont restés si silencieux. L'une des découvertes les plus alarmantes fut un document intitulé « Amis de la maison », une liste d'invités soigneusement dactylographiés avec des noms, des dates et de petites remarques codées à côté de chaque entrée. Certaines remarques étaient inoffensives, la négociation s'est bien déroulée, ou a demandé un traitement VIP, mais d'autres étaient profondément méfiantes. Aime les scénarios avec les yeux bandés, lit-on dans une note. Aucun enregistrement n'est autorisé. Livraison de colis spéciaux organisés à l'avance, a ajouté un autre. Et puis il y avait des noms marqués de symboles, une étoile, un triangle, un cercle. Chaque symbole, selon les enquêteurs, indiquait le niveau d'accès ou de connaissance de l'individu aux opérations de trafic. Parmi les noms divulgués aux journalistes d'investigation via des canaux secrets figuraient des acteurs de premier plan, de grands producteurs de musique, des stars de télé-réalité et une poignée de personnalités internationales. Alors que les grands médias se sont abstenus de publier directement aucun de ces noms en raison de pressions juridiques, des médias indépendants ont commencé à publier des listes éditées, suffisamment pour enflammer Internet de spéculation. Des détectives en ligne ont croisé les apparitions de célébrités dans des prêteurs sur gage avec les dates figurant sur la liste des « amis de la maison ». Des modèles sont apparus. Certaines célébrités ne sont venues qu'une seule fois. D'autres sont devenues des habitués. Certains ont même investi dans des propriétés qui se sont révélées plus tard être utilisées pour des transferts hors réseau ou des lieux de tournage. Un acteur bien connu, reconnu pour ses rôles sains et sa marque familiale, est apparu au Pawn Shop en 2017, 2019, et de nouveau pendant la pandémie, prétendument pendant un confinement alors que le magasin était censé être fermé. Des images de surveillance le montraient arrivant par l'entrée des employés. Pas de caméra dans le hall, pas de salutation publique. Il est resté près de 3 heures et est reparti avec un sac en toile noire. Un autre personnage, un animateur de talk-show de jour bien connu, a été accusé d'avoir transféré un total de plus de 400 000 $ à l'une des sociétés écrans d'Harrison. Interrogé, leur équipe a affirmé que la transaction concernait l'achat d'une montre rare. Aucune montre correspondant à cette description n'a été trouvée dans l'inventaire du prêteur sur gage. Plus troublant encore était l'apparition d'un ancien enfant star qui avait disparu des projecteurs. Son nom est apparu plusieurs fois dans les dossiers d'Harrison, liés à des entrées codées correspondant aux journaux de comportement trouvés dans le coffre-fort souterrain. Un lanceur d'alerte au sein des forces d'enquête a déclaré aux journalistes que cet individu était non seulement impliqué dans les scénarios, mais qu'il aurait également aidé à en recruter d'autres. Ce n'était pas seulement une liste d'invités. C'était une toile.
les connexions lient Rick à des événements exclusifs d'Hollywood, à des îles privées de milliardaires de la technologie et à des salons de thé souterrains où les téléphones étaient interdits et où les invités devaient signer des accords de non-divulgation avant d'entrer. Certains de ces rassemblements, selon des initiés, n'avaient rien à voir avec des affaires ou des divertissements. Elles étaient déguisées en soirées artistiques expérientielles ou en ateliers immersifs. Mais ceux qui se trouvent en marge, le personnel, les serveurs, la sécurité, ont partagé des histoires très différentes. Un ancien barman a rappelé une soirée où les invités se voyaient servir des cocktails portant des noms de couleurs. Brouillard blanc, plume noire, chambre indigo. Derrière des portes closes, se trouvaient des salles à thème. L'une a été conçue pour ressembler à une salle de classe, une autre à une salle d'hôpital. Les participants portaient des masques, des rôles étaient attribués et ceux qui ne participaient pas étaient invités à partir, souvent sous la menace d'hommes vêtus de noir. Le barman a démissionné le lendemain matin, mais pas avant d'avoir repéré un invité, Rick Harrison, debout dans le couloir, en train de parler à quelqu'un qu'il appelait « le collectionneur ». Ce détail a confirmé ce que beaucoup commençaient à soupçonner, à savoir que Rick n'était pas seulement exploité pour son accès ou son image publique. Il était digne de confiance, familier, un visage sûr, et à travers lui, un réseau de personnes puissantes pouvait opérer au grand jour sous couvert de plaisanteries et de transactions. Certaines grandes sociétés de gestion des talents se sont précipitées après les fuites. Des spécialistes des relations publiques ont été licenciés. Des équipes juridiques ont été dépêchées pour nettoyer les références. Un important service de streaming a discrètement supprimé 3 épisodes de Pawn Stars mettant en vedette des invités désormais suspects. Un film a interrompu les tournages après que 2 acteurs ont été nommés dans le cadre de l'enquête, et une chanteuse a annulé sa tournée, invoquant un épuisement émotionnel quelques jours seulement après que des informations aient lié son nom au coffre-fort de Harrison. Pourtant, malgré toute la panique, rares sont ceux qui se sont prononcés directement. Le silence était assourdissant. Certains pensaient que c'était la peur. D'autres ont dit que c'était de la culpabilité. Mais ceux qui ont suivi l'histoire de près l'ont vu différemment. Ils pensaient que ces chiffres attendaient. En attendant de voir jusqu'où irait l'enquête, si Rick parlerait et, surtout, si le public passerait à autre chose. Parce qu'à Hollywood, la défense la plus solide n'est pas l'innocence. C'est une déviation. L'avocat de Rick, dans une déclaration privée divulguée plus tard à une poignée de journalistes, a dit quelque chose d'énigmatique mais effrayant. Mon client a fourni des noms. Il a fourni des détails. S'il lui arrive quelque chose en détention, s'il est retrouvé mort, s'il disparaît, les vannes s'ouvriront. Il y a un dossier. Il y a un déclencheur. Et quand il éclatera, non seulement des carrières seront ruinées, mais des vies seront ruinées. Cette déclaration a ensuite été corroborée par un agent fédéral qui a confirmé l'existence d'un dossier scellé nommé Echo Network, tiers inconnexion. Bien que son contenu reste classifié, des sources affirment qu'il contient des liens directs entre les opérations de Rick et au moins 25 personnalités de haut niveau du divertissement et de la politique américaine. Pourtant, la réaction du public reste divisée. Certains refusent de croire que les relations de Rick ne soient qu'une simple coïncidence. D'autres pensent que l'industrie du divertissement est en pleine dissimulation. Les forums en ligne se développent d'heure en heure. Les enquêteurs citoyens partagent des cartes, des chronologies et des documents expurgés. Les fils de discussion Reddit tracent des lignes entre les cas de personnes disparues et les premières hollywoodiennes. Et à travers tout cela, la même question refait surface. Combien de nos stars préférées, de nos idoles, de nos icônes, des visages sur les couvertures de magazines n'étaient pas seulement des spectateurs mais des participants? La liste des invités existe. Les enregistrements sont réels. Les images ont été vues. Il ne reste plus que l'exposition. Ce ne sont pas seulement les mots que Rick Harrison a prononcés au père Elias lors de cette confession de minuit. Il ne s'agissait pas simplement d'un récit de crime, d'un catalogue de regrets ou d'un appel au pardon. C'était quelque chose de bien plus tangible et de bien plus accablant. Selon le récit chuchoté du prêtre, à un moment donné de la confession, Rick s'est penché plus près du mur en treillis qui les séparait et a dit quelque chose qui a instantanément fait passer le ton de glaçant à insupportable. J'en ai gardé des copies, marmonna Rick. Pas pour faire chanter qui que ce soit, pour ne pas vendre, juste pour m'assurer, parce que si je me faisais prendre, je savais que j'aurais besoin de quelque chose d'indéniable. Et puis, sans hésitation, Rick a dit au père Elias où il se trouvait. Pas tous, pas l'intégralité des archives, mais quelques-uns seulement. Certains enregistrements qui, selon son récit,
capturé suffisamment pour corroborer tout ce qu'il a avoué et suffisamment pour rendre nerveux certaines personnes très puissantes. Il n'a pas remis les enregistrements directement au prêtre. Cela aurait été trop dangereux pour eux deux. Mais il a donné à Elias une description de l'endroit où il pourrait être trouvé en cas de besoin. Si les choses tournent mal, s'il n'y parvient pas, vous le saurez quand vous le verrez, a déclaré Rick. La caisse en argent dans le vide sanitaire pour l'entretien de la chapelle. Je les ai cachés là l'année dernière pendant une tempête. Je pensais que personne ne regarderait sous le toit de Dieu. Le père Elias n'a pas dormi cette nuit-là. Il n'a même pas attendu l'aube. Dès que Rick quitta le confessionnal, il se glissa dans le passage latéral derrière la chaufferie de la chapelle. Là, caché derrière un morceau de plâtre en ruine, se trouvait une mallette en argent verrouillée, poussiéreuse et bosselée. Aucune clé n'était fournie, mais la serrure était fragile. Avec des mains tremblantes et un pied de biche, le prêtre l'ouvrit de force. À l'intérieur se trouvaient 5 cassettes vidéo numériques étiquetées non pas avec des noms mais avec des chiffres romains, I, 2, 3, 4, VE. Pas de notes, pas d'instructions, juste une clé USB et un petit papier plié avec les mots, voir dans l'ordre. Le père Elias ne voulait pas les surveiller. Chaque partie de lui résistait, mais il savait qu'une fois qu'il aurait ouvert cette valise, une fois qu'il aurait vu ce que Rick avait vu, il n'y aurait plus de retour en arrière. Il attendit que la chapelle soit vide aux premières lueurs de l'aube. Puis, à l'aide d'un vieil ordinateur de bureau stocké dans la bibliothèque paroissiale, il a branché la clé USB. La première vidéo était simplement intitulée « Salle de jeu ». Les images étaient granuleuses, en noir et blanc et silencieuses. La pièce ressemblait à une aire de jeu pour enfants. Des jouets éparpillés sur le sol, une petite table avec des livres de coloriage, un cheval à bascule dans un coin, et assise au milieu de la pièce, dos à la caméra, se trouvait une jeune fille d'environ 8 ans, peut-être 9 ans. Elle restait silencieuse, fixant la porte. 10 minutes se sont écoulées avant que la porte ne s'ouvre et qu'un homme entre. Son visage était partiellement masqué par l'angle, mais le père Elias remarqua immédiatement qu'il portait des gants. Il ne dit rien, se contentant de tourner lentement autour de la jeune fille, l'observant, prenant des notes sur un presse-papier. Puis au bout de quelques minutes, l'écran est devenu noir. La deuxième cassette était pire, intitulée « Session ». La séquence s'est ouverte avec un adolescent conduit dans une pièce ressemblant à un bureau de thérapeute. Il y avait des chaises moelleuses, un éclairage tamisé et 2 caméras, une visible, une cachée. Le garçon s'est assis et une autre personne est entrée, celle-ci portant un masque complet. Ils ont commencé à poser au garçon une série de questions sur ses peurs, ses habitudes et sa famille. Les questions paraissaient innocentes au début, mais elles devenaient plus sombres. Quel est ton plus grand secret? Est-ce que quelqu'un t'a déjà touché? Le dirais-tu si c'était le cas? Les réponses du garçon étaient à peine audibles. Il gardait les yeux baissés. À un moment donné, il s'est mis à pleurer. Le personnage ne dit rien, il se contenta de regarder. La vidéo se terminait avec le garçon emmené par quelqu'un d'autre. Pas de nom, pas de dialogue, mais la dévastation émotionnelle sur le visage de l'enfant était inoubliable. La troisième vidéo était la plus courte, seulement 3 minutes, mais elle était la plus effrayante. Intitulée « Arrivée », il s'agissait d'images de surveillance d'un hangar d'aéroport. Un jet privé s'est mis en place. Un SUV noir est arrivé quelques secondes plus tard. Un groupe d'hommes est sorti avec ce qui semblait être des valises de voyage rigides. Un cas, vu image par image, montrait une petite main appuyant contre l'intérieur. L'angle révélait un homme debout à l'entrée de l'avion, sa posture indubitable, la porte d'entrée indéniable. C'était Rick Harrison.